Connaissance, recherche, sciences, sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Alors le rapport entre l'architecture et la sociologie est posé depuis la seconde moitié du XXe siècle dans le domaine de la formation des architectes, mais pas encore très aisément étudié dans le champ des sciences de l'Antiquité. Poser cette question pour l'architecture gallo-romaine correspond à déterminer et à comprendre le lien entretenu entre les bâtiments, notamment dans le cadre urbain, et leurs usagers, comme Christian Goulineau vient de vous le montrer. Si la dimension symbolique, politique, idéologique a été bien appréhendée ces dernières années, l'appropriation des lieux par la population dans toutes les composantes l'est un peu moins, car les outils sociologiques traditionnels sont moins efficaces sur les populations disparues. Les indices de cette perception du cadre urbain ne peuvent être qu'indirects, archéologiques, épigraphiques et plus rarement littéraires. Cette intervention propose, au travers de deux exemples encore non publiés, empruntés à des chefs-lieux de cités gallo-romaines, Dax dans les Landes et Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse, de s'interroger sur les pratiques et les perceptions sociales de leur population dans l'espace de la ville. Et donc, pour commencer, premier exemple, Dax, l'antique Aquae Tarbellicae et la mise en évidence du forum. La ville antique de Dax n'est pas très bien connue. L'élément le plus marquant, car toujours visible dans le paysage, c'est le rempart que vous avez ici en gris. Rempart très bien conservé jusque dans les années 1850, qui englobait une superficie de plus de 12 hectares. Rempart daté de la seconde moitié ou du troisième quart du IVe siècle après Jésus-Christ. Les vestiges du Haut-Empire, Dax est en effet une fondation augustéenne à placer entre 10 avant et 10 après Jésus-Christ, sont plus ténus, même si quelques fouilles préventives récentes ont permis de compléter les connaissances, notamment en ce qui concerne l'habitat. La ville primitive est installée en bordure de zones marécageuses qui longent l'Adour, que vous voyez en haut du plan, la limite passant entre la rue du Mirail et la rue Saint-Vincent actuelle. Dans un second temps, cette ville s'est étendue à partir au IIe siècle, plus au nord, sur les terrains marécageux, donc entre cette limite et l'Adour au nord, ville qui atteignit alors une vingtaine d'hectares. Dans ce secteur, on retrouve ici ce que l'on appelle la fontaine chaude, qui est liée à la vocation thermale de l'agglomération. Le monument visible à l'heure actuelle est un édifice à portique de style toscan qui a été construit en 1814, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se trouve dessous. Et sous ce bâtiment du XIXe, eh bien, on a retrouvé les vestiges d'un bassin en grand appareil, bassin qui mesurait au moins 12 mètres de long sur 11 mètres de large. Et ce bassin, en fait, est construit sur la résurgence de la source thermale. Ce bassin sert à refroidir l'eau thermale qui jaillit à 64 degrés. Et de là, eh bien, cette eau thermale devait être dirigée vers des thermes thérapeutiques dont quelques éléments ont été dégagés au XIXe siècle, un peu plus au sud, dans ce secteur-là. C'est un peu plus tard, c'est un peu plus au sud, pardon, mais toujours dans l'extension de la ville du IIe siècle, que se trouve le site que je vais maintenant évoquer. Ce site s'appelle l'îlot central. Il a été fouillé donc ici, il a été fouillé en 1978 et 1979 par Brigitte Vattier, et la fouille s'est prolongée en 1980. On y retrouve, à l'extrémité sud, ici, une maison comprenant plusieurs pièces, tandis qu'au nord, ici, se trouve un grand bâtiment public, aux puissants murs, des murs qui font jusqu'à 1,50 m d'épaisseur. Ce bâtiment est daté du premier tiers ou de la première moitié du IIe siècle après Jésus-Christ. On est là sur un terrain en pente sud-nord, sur des terrains instables, les anciens marécages en bordure de l'Adour que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc les architectes et les maçons ont renforcé la construction au nord et à l'ouest
en aménageant ce qu'on appelle une série d'arcs verticaux destinés à retenir la poussée des terres. Et voici deux vues de ces arcs verticaux qui sont encore conservés dans la crypte archéologique de Dax. Une fois que cette maçonnerie a été mise en place, eh bien, on a remblayé à l'arrière, entre ces murs, pour surélever le sol. Il y a eu ensuite une phase de consolidation de ce bâtiment avec la mise en place de 3 contreforts qui ne sont pas liés à la maçonnerie, que vous voyez ici. Vous avez ici le mur originel, et ici, vous voyez le contrefort qui vient s'appuyer sur ce mur originel. Donc, preuve que le bâtiment a peut-être bougé malgré les précautions qui avaient été prises. À l'ouest de ce bâtiment, on retrouve ici une rue, et puis ici le mur de l'îlot voisin. Au pied de ce mur se trouve ici un égout. Donc une rue à l'ouest, et ici une rue au nord qui a été en partie dégagée. Ce bâtiment a été interprété comme un temple romain sur podium, un des rares exemples de temples en Aquitaine où on a plutôt, on va dire, des temples de type fanum. La cella du temple mesurerait ainsi 15 mètres du nord au sud sur 31 mètres d'est en ouest. L'entrée devait se trouver ici à l'est avec son escalier d'accès. À l'ouest, cet aménagement ici a été interprété comme l'estrade ou le podium destiné à supporter la statue de la divinité. Ce temple serait entouré à l'arrière, ici, et sur les côtés, ici, d'une sorte de terrasse artificielle sur 2 niveaux qui serait maintenue par un mur de clôture que vous voyez ici. Et donc ce mur de clôture serait en fait le péribole qui mesurerait 25 mètres du nord au sud sur 55 mètres restitués d'est en ouest. L'archéologue qui a fait cette fouille nous dit qu'ailleurs, dans d'autres sanctuaires, le mur du péribole supporte généralement des colonnes, alors que ici, ce mur est un mur constitué de blocs de grand appareil, et effectivement, ces blocs ont été retrouvés. Vous en voyez un ici dans la crypte archéologique. Une reconstitution de ce temple a été réalisée à partir des dimensions de la maison carrée de Nîmes, et vous l'avez sous les yeux. Ce temple a été mis en relation avec le forum qui s'étendrait plus à l'est, dans ce secteur-là, où en effet, au début du XIXe siècle, de nombreux fragments de colonnes en marbre, ainsi qu'un pavement de grandes dalles en pierre de Bidache, a été retrouvé, et ces vestiges ont été attribués à une place publique. Donc nous aurions un forum qui se situerait ici. À l'époque, dans les années 80, cette découverte a fait grand bruit, si bien que les vestiges n'ont pas été détruits, alors qu'ils devaient l'être au départ, et ces vestiges ont été conservés dans une crypte archéologique où ils sont toujours visibles et visitables. L'interprétation en tant que temple pose malgré tout un certain nombre de problèmes. En effet, nous sommes en présence au nord, ici, et au sud, ici, de rues. Donc on serait en présence d'un péribole du temple, péribole ici, qui serait distant du podium d'environ 4 mètres, ce qui est très peu. Et lorsqu'on regarde d'autres sanctuaires avérés, je vous ai mis ici le cas de Nîmes ou de Narbonne, eh bien, on se rend compte que le temple, malgré tout, s'inscrit plus harmonieusement dans son péribole que ce que l'on peut restituer à Dax. Autre élément, dans le cas d'un forum qui s'étendrait par ici à l'est, eh bien, nous aurions un forum de forme très étroite et allongée. Autre élément, le mur sud du péribole, celui-ci, vous le voyez, est un mur en fait qui n'est pas uniforme, il est plus ou moins épais selon les tronçons, il est très épais ici, il est moins épais ici, et puis à nouveau, il redevient très épais. Et d'autre part, au moins un mur contemporain est lié à ce mur péribole. Donc un mur étrange qui n'a rien à faire dans le cadre ici d'un péribole. Donc au final, on est en présence d'un plan très bizarre pour un temple aussi imposant. En fait, de façon générale, il faut abandonner l'hypothèse du temple. Il ne faut pas avoir une lecture ouest-est des vestiges, mais une lecture nord-sud. En fait, ces structures s'apparentent à celles d'une basilique à déambulatoire périphérique,
et de son annexe occidentale. Donc la basilique a des ambulatoires périphériques, son annexe occidentale, et on peut restituer par symétrie, ici, une annexe orientale. Les basiliques à annexe quadrangulaire ou semi-circulaire existent ailleurs dans le monde romain. Quelques exemples. Vous avez ici le cas de Rome sur le forum de Trajan, le cas de Silchester, Auxte, Nyon, Martigny ou Clunia. Ces annexes peuvent servir de tabularium, c'est-à-dire de lieu d'entrepôt des archives, voire de curie ou, comme à Rome, dans la basilique du forum de Trajan, de bibliothèque. Le mur interne, ce mur ici, l'ancien mur du podium, supporte en fait les colonnes du déambulatoire périphérique. Alors pourquoi avoir construit un mur continu pour supporter des colonnes alors qu'on aurait très bien pu construire une série de massifs indépendants? Eh bien tout ça est lié évidemment à l'instabilité du terrain, et il a fallu rendre homogène, on va dire, l'ensemble des fondations. Comment interpréter la structure interne, celle-ci, qui, dans l'ancienne hypothèse, était on va dire, le socle de la statue du temple. En fait, ces murs sont construits d'ailleurs de façon différente des autres murs. Eh bien, il faut voir dans cet aménagement le tribunal, c'est-à-dire la tribune pour les magistrats, tribunal qui se retrouve, si on prend des comparaisons, eh bien, généralement à l'extrémité de la basilique. Vous avez ici le cas de Pompéi, ici le cas de Tarragone, avec toujours son tribunal à l'extrémité, mais dans d'autres cas, comme ici à Clunia, eh bien, vous avez le tribunal qui se trouve dans la nef centrale, exactement dans la même position que dans la basilique de Dax. Le mur nord-sud de notre ici, qui vient s'accrocher à la basilique, eh bien, ce mur, en fait, est la façade occidentale du forum. Ce mur, ici, est-ouest, eh bien, c'est la subdivision entre deux tabernaïs, deux boutiques qui donnaient sur le forum, et on a même ici la dimension d'une de ces boutiques, boutique large de 4,80 m. Il faut donc imaginer, donc vous avez ici deux rues, cette rue a été repérée, celle-ci peut être reconstituée. Il faut donc imaginer, en bordure de notre place du forum, des tabernaïs, des boutiques, un portique de rue, ce portique qui s'inscrit en fait dans le renfoncement de la basilique et qui devait se poursuivre tout au long du forum, et il faut imaginer le symétrique à l'est, et puis enfin un autre portique qui sépare les tabernaïs de la place elle-même. Il faut imaginer que les murs mitoyens entre les deux tabernaïs se terminaient par une série de piles maçonnées, comme on peut le voir dans des comparaisons, par exemple ici au forum de Feur, ici au forum de Conimbriga, ou ici au forum de Trèves. On pourrait donc avoir, dans le cas du forum de Dax, deux éléments d'un forum tripartite qui comprenait donc trois parties, une basilique, la place du forum elle-même, et puis également le temple et son péribole. On peut préciser un peu plus les dimensions de ce forum. En effet, la rue occidentale qui a été dégagée ici se poursuivait probablement bien plus au sud. En effet, dans les années 2000, une fouille a été faite sur la place de la cathédrale, et cette fouille a livré l'angle d'un bâtiment. Les murs étaient totalement épierrés, mais on est en présence d'un bâtiment qui est tout à fait monumental, avec des murs qui font 2 mètres d'épaisseur. Et ce mur est dans le prolongement du mur qui a été dégagé plus au nord. Ce forum a d'ailleurs laissé des traces dans le cadastre. En effet, on retrouve ici dans le cadastre actuel les souvenirs probablement des angles de la basilique. Vous retrouvez ici plus au sud un parcellaire étroit et allongé, un parcellaire ouest-est, qui, à l'emplacement probable des tabernaïs et des boutiques du forum. En revanche, plus au sud, à l'emplacement de l'area sacra, donc à l'emplacement du temple, eh bien, on ne retrouve plus ce parcellaire laniéré. En revanche, on retrouve deux parcelles étroites et allongées nord-sud qui correspondent en fait aux anciennes rues antiques. Donc le forum de Dax a bien laissé des traces
dans le cadastre. En 1934, le propriétaire de la parcelle que vous avez mentionnée sur le plan fait des fouilles dans cette parcelle et il reconnaît l'entrée d'un cloaque romain, l'entrée d'un égout et des murs de fondation qui se rapporteraient, selon lui, à un temple de Lucine. Cette interprétation est évidemment fantaisiste, mais malgré tout elle est intéressante, puisque les vestiges étaient suffisamment bien conservés et suffisamment puissants pour être interprétés comme appartenant à de l'architecture publique. Il ne serait donc pas étonnant que la limite sud du forum passe quelque part dans ce secteur-là, d'autant plus qu'à proximité se trouve un autre bâtiment public très partiellement dégagé. Dans la partie sud de notre forum, il faut donc restituer ici probablement l'area sacra, à savoir l'emplacement du temple du culte impérial. Dax vient donc s'ajouter à la liste des forats de la province d'Aquitaine, Saint-Bertrand de Comminges, Périgueux, Javol, Limoges ou Rodez. Le centre monumental et officiel de Dax n'apparaît que partiellement, on est bien d'accord, mais il prend malgré tout une place plus harmonieuse que celle jusque-là envisagée au sein de l'espace urbain. Et surtout, il redonne une existence au cadre dans lequel la société des antiques Tarbelles a évolué. Et on connaît effectivement, par l'épigraphie, une petite partie de cette société. On connaît quelques citoyens, notamment ce Lucius Valerius Communis, qui a édifié un temple et sa statue de culte, on ne connaît d'ailleurs pas la divinité, à Agen, à 180 km de Dax. On connaît également la célèbre inscription d'Asparin, qui a été retrouvée au XVIIe siècle, qui mentionne un duumvir, le principal magistrat de la cité, qui avait été aussi Flamine, prêtre du culte impérial, magistrat qui s'appelait Verus, son nom complet n'est pas connu, mais qui s'est rendu célèbre en menant une ambassade auprès d'un empereur inconnu, alors, il s'agit peut-être d'Aurélien ou de Probus, vers 270-282 après Jésus-Christ, pour obtenir de celui-ci que les 9 peuples, c'est-à-dire les vrais Aquitains, ceux d'avant la conquête, soient séparés des Gaulois. On ne connaît pas le résultat immédiat de cette demande, mais quelques années plus tard, cela a été réalisé avec la création de la province des 9 peuples, qui deviendra, à la fin du IVe siècle, la Novem Populadi. Tant les charges politiques que religieuses de notre duumvir Verus se sont exercées dans le cadre du forum de Dax, tel qu'on peut le restituer. On connaît également une autre inscription très fragmentaire qui a été retrouvée dans le rempart de Dax en 1870, qui pourrait mentionner l'ordo, c'est-à-dire l'ordre des décurions, les sénateurs locaux, qui devaient avoir leur lieu de réunion, c'est-à-dire leur curie, sur le forum, et peut-être ou probablement dans une des annexes, telles qu'on peut les restituer, une des annexes de cette basilique. Cette même inscription mentionne également la plebs, l'autre composante de la société dacquoise, cette plèbe qui trouvait aussi sa place sur le forum au travers des activités qui s'y déroulaient. Et il faut évidemment évoquer les activités qui se déroulaient dans les tabernae, les boutiques sur le forum. Ces tabernae, ces boutiques existent à Rome, sur le forum de Rome, et on sait qu'au fur et à mesure de la monumentalisation de ce forum, les Romains n'ont gardé que les activités les plus nobles, à savoir tout ce qui était activités liées à l'argent, les changeurs, les banquiers, etc. À Dax, et de façon générale en Gaule, on connaît de nombreuses cellules qui s'ouvrent sur le forum. Et lorsque des fouilles précises sont faites, on se rend compte que ces activités sont diverses. On a retrouvé, par exemple, dans les cellules sur le forum de Saint-Bertrand de Comminges, du blé carbonisé qui pourrait évoquer un commerce alimentaire. On a retrouvé dans les cellules du forum d'Autun des traces d'artisanat. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Donc le forum rassemble les activités les plus diverses, les plus nobles, et la plus noble pour un Romain, c'est évidemment l'activité politique, et puis celles qui le sont moins, les activités, on va dire, commerciales dans leur diversité. C'est cette mixité sociale que permet de saisir un peu le nouveau forum de Dax. Ainsi, cette restitution architecturale permet-elle de donner aux indices épigraphiques, seuls éléments sociologiques ici disponibles, leur cadre monumental. Donc voilà pour ce premier exemple de Dax.
Venons-en maintenant au deuxième exemple, celui de Vaison-la-Romaine. Alors, le site a été choisi, évidemment, en hommage à Christian, hein, un site qui lui est cher et auquel il est très attaché, mais un site aussi qui me tient particulièrement à cœur. En effet, lorsque j'ai commencé à faire de la recherche, il y a maintenant quelques années, en maîtrise, je travaillais alors sur les maisons, et le tout premier ouvrage que j'ai lu, eh bien, ça a été la thèse de Christian sur la maison au Dauphin. Et j'en garde, hein, comme pour d'autres premières fois, eh bien, un vif souvenir. Alors, Vaison-la-Romaine est, dans l'état actuel de la recherche, une des villes romaines de Gaule, hein, les plus largement dégagées et visitables depuis les fouilles qui ont été initiées par le chanoine Sautel en 1907. Ces travaux ont été menés dans les secteurs de Puymain et de la Villasse, et ces travaux ont dégagé une série de maisons, un théâtre et puis un bâtiment que l'on appelle traditionnellement le portique de Pompée, que vous voyez sur le plan. Le forum serait localisé quelque part par là, dans le secteur de la cathédrale. Les fouilles anciennes ont fait malheureusement disparaître un bon nombre d'informations archéologiques. Et la maison au Dauphin, réétudiée donc par Christian Goudineau, demeure le monument qui est toujours actuellement le plus précisément connu. Alors, je voudrais m'intéresser aujourd'hui à un... Est-ce que ça marche ? Ça marche. Je voudrais m'intéresser aujourd'hui à une partie du secteur de Puymain. Alors en fait, cette réflexion est partie d'une balade familiale dans les ruines où mon regard a été attiré par des vestiges qui passent quasiment inaperçus et dont la description dans la littérature existante ne tient en fait qu'en quelques mots. Il s'agit de deux puissants massifs carrés en petit appareil et d'un certain nombre d'autres éléments pour lesquels on peut restituer deux états. Le massif occidental, celui-ci, est contemporain d'un mur de soutènement, dont on voit ici le départ, d'un mur de soutènement renforcé de 3 contreforts qui soutient une rampe qui donne accès au tunnel sous la colline de Puymain. Donc vous avez ici, donc vous reconnaissez ici les deux piles, le mur de soutènement qui soutient la rampe qui permet de mener au tunnel de Puymain, et ici une vue de cette même rampe. À proximité immédiate, eh bien, le chanoine Sautel avait repéré une conduite souterraine qu'il avait interprétée comme étant l'aqueduc récupérant les eaux de la source de Puymain. Or, cette conduite, j'ai pu la redégager ponctuellement, et on se rend compte eh bien, que son mode de construction est très étonnant. Les parois sont constituées de blocs frustes, et il n'y a pas de revêtement de béton de tuyau, et je pense plutôt qu'on est en présence d'un égout et non pas d'un aqueduc. Ces deux massifs sont implantés en limite sud d'une aire découverte qui était limitée à l'ouest par la pente de la colline de Puymain, ici, et à l'est, ici, par le mur d'un îlot sur lequel nous reviendrons, que l'on appelle l'îlot du Nymphée. Cet aménagement, ces deux piles, eh bien, ne peuvent être interprétés que comme la base d'un arc en petit appareil, construit totalement en petit appareil, si on se fie à la base qui est conservée. Et donc, voici la restitution que l'on peut proposer. En fait, cet arc, c'est l'entrée monumentalisée de la rampe d'accès qui mène au tunnel, signal fort pour qui arrivait dans la rue, tant depuis le sud que le nord. La physionomie de ce secteur a ensuite été transformée avec la mise en place d'un mur qui est venu s'accoler à la pile orientale. Et ce mur, en fait, a créé deux zones, une ruelle ici orientale, qui est dans le prolongement globalement dans le prolongement de la grande rue du théâtre, et puis ici une esplanade qui est toujours délimitée par la pente de la colline de Puymain. Et cet espace, évidemment, est toujours accessible depuis la porte monumentalisée. À ce mur a été accolé un petit bâtiment qui n'a même pas été représenté en fait par le chanoine Sautel. Ce petit bâtiment, eh bien, le voici.
Et il présente en fait les caractéristiques qui permettent de l'identifier à des latrines. Ce petit bâtiment donc, comprend deux zones, un espace ici le plus petit, et dans cet espace, eh bien, avant la construction du bâtiment, les maçons ont enlevé deux dalles de l'égout qui se trouve immédiatement en dessous, et cet égout en fait a servi d'avaloir. Donc voici ici le tracé de l'égout. Au niveau de cet espace le plus petit, vous notez ici la présence d'une ouverture basse dans le mur donc, qui vient d'être construit. Cette ouverture basse était en relation avec un pan incliné que nous avons pu renettoyer. Donc voici une vue donc, de l'égout, avec les deux dalles qui ont été enlevées, et ici une vue du pan incliné qui débouche sur l'ouverture basse. Et ici peut-être une coupe qui est plus claire, donc l'égout, l'ouverture basse, et ici le pan incliné qui est encore conservé. En fait, cet espace, celui-ci, c'est l'endroit où se trouvait la banquette percée, caractéristique des latrines romaines. Il faut probablement imaginer des latrines à deux places, à savoir une place qui se trouve sur l'égout et l'autre qui se trouve au-dessus du pan incliné, et il faut donc imaginer que les déjections pouvaient être repoussées vers l'égout depuis l'ouverture extérieure, l'ouverture basse extérieure. Cette ouverture basse était d'ailleurs probablement fermée par un volet de bois. En effet, voici le linteau de cette ouverture basse. Ce linteau est constitué d'un seuil remployé retourné, et vous voyez que dans ce linteau, il y a une crapaudine, et on peut très bien imaginer que cette crapaudine, en fait, permettait de faire pivoter un ventail qui permettait de fermer cette ouverture basse. L'autre secteur, celui-ci, sert en fait d'accès à la banquette percée. Il faut imaginer un sol qui était probablement constitué de béton de mortier ou de béton de tuileau sur un radier de pierre dont il reste seulement quelques éléments. Il faut imaginer que l'accès à cet espace devait se faire quelque part par là, dans le mur perpendiculaire à la banquette, tout simplement pour éviter que les regards extérieurs ne voient l'intérieur de la pièce. Et donc voilà les restitutions que l'on peut proposer. Donc le même arc avec son petit bâtiment, et vous voyez ici notre ouverture basse. Donc tout ça vu depuis l'extérieur. La même chose depuis l'intérieur, avec nos latrines, une porte simplement fermée par un rideau. Alors là, on n'a pas de trace à Vaison, mais lorsqu'on a des comparaisons, on se rend compte qu'il n'y a rarement de véritables portes. Il faut imaginer plutôt un rideau. Et une restitution encore plus intime, vue de l'intérieur des latrines, vous voyez, donc avec une banquette à deux places. Quel est donc le rapport de cette zone avec les espaces environnants ? Eh bien, le secteur de la porte monumentale se trouve en fait au carrefour de trois quartiers, le sommet de la colline de Plumin et le théâtre au nord, le portique de Pompée au sud et l'îlot du Nymphée à l'ouest. Le secteur étudié est au pied de la rampe, comme je le disais tout à l'heure, qui mène au tunnel sous la colline de Plumin, et vous avez ici l'entrée de ce tunnel. Et sur le versant septentrional de la colline s'appuie le théâtre que vous voyez ici, théâtre fortement restauré, et on peut dire que bien peu en fait, ne subsiste à l'heure actuelle des vestiges antiques. Ce théâtre mesure 95 mètres de diamètre et on va dire qu'il est dans la moyenne des théâtres de Gaule. La cavea de ce théâtre est délimitée à sa périphérie par une profonde galerie taillée dans le rocher, d'où partent les vomitoires qui permettent aux spectateurs de gagner les trois Moeniana. À la suite du chanoine Sautel, on considère que la topographie particulière du lieu explique la présence du tunnel sous la colline de Puimin. Le passage est formé d'un couloir de pente, le tunnel à proprement parler, d'un couloir de pente sud-nord qui est prolongé sur le versant septentrional par une rampe nord-sud qui est délimitée par des murs que vous voyez ici, ce sont les gros traits noirs. Lorsqu'on regarde ces vestiges, on se rend compte que ces aménagements en fait, sont plus complexes que ceux qui ont été décrits par le chanoine Sautel. Le tunnel de pente sud-nord
est taillé dans le rocher, mais ce tunnel en fait est prolongé au nord par un couloir voûté dont on devine les ancrages des pieds droits dans la roche, ici. Et on devine également encore quelques moellons de la voûte qui sont toujours conservés. La rampe se réduit ensuite et cette rampe est obturée par un seuil qui est taillé dans le rocher que l'on voit ici. Et une autre vue, on va dire à l'opposé, donc vous avez ici le couloir, vous reconnaissez ici les moellons de la voûte qui reste, le couloir qui se rétrécit et qui se termine par un seuil dont on devine encore ici très nettement la crapaudine. Après ce seuil, la pente devient nord-sud et elle redescend vers le théâtre. Cette circulation aboutit à une aire de circulation périphérique autour du théâtre, aire constituée du rocher qui a été régularisé. Ce tunnel aurait permis aux antiques Vaisonnais de gagner les gradins supérieurs de l'édifice de spectacle sans avoir à contourner la colline par l'est ou par l'ouest. Cette interprétation a été rendue possible du fait de la présence d'un escalier à double volet qui mène au portique sommital de la cavea. Et donc voici un plan général de ce théâtre avec l'escalier sommital en haut. Les murs sont bien remontés et peu d'éléments antiques en fait sont visibles, si bien que cet accès, cet escalier, a été remis en question. Notamment, certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'à la place de l'escalier, en fait, il y ait une cella sommitale axiale dans la lignée de ce que l'on retrouve dans le théâtre de Pompée à Rome. Alors, cette restitution est un peu ancienne. Maintenant, on sait que en fait, la cella ne se trouvait pas à cet endroit, mais en tout cas, elle se trouvait dans l'axe et au sommet de la cavea. Et donc, on pourrait imaginer que dans le théâtre de Vaison, eh bien, se trouvait quelque chose qui pouvait ressembler à ce que l'on a au théâtre de Pompée à Rome. La reprise de la documentation ancienne, conservée à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine à Charenton-le-Pont, prouve que plusieurs projets de restauration du théâtre avaient été envisagés après son dégagement. Et seul, en fait, celui retenu a été publié effectivement par le chanoine Sautel. Un autre projet, non choisi, supposait déjà, dès avant la Seconde Guerre mondiale, la présence possible d'une cella axiale et de deux escaliers extérieurs symétriques. Vous avez ici une partie de ce plan. Les recherches de ces dernières années menées sur le théâtre de Pompée à Rome, mais aussi sur d'autres théâtres, ont montré que les escaliers extérieurs existaient et donc Vaison ne serait plus un unicum. Mais pour Vaison, malgré tout, il subsiste toujours un doute sur l'authenticité de cet aménagement du fait de l'importance de la reconstruction contemporaine. Mais les plans, les coupes et les clichés réalisés avant la restauration du monument montrent que le massif axial possède bien des traces d'arrachement des marches. Alors la photo est un peu floue, mais on devine ici très nettement l'emplacement des marches. On peut donc désormais considérer que l'escalier axial de Vaison a bien une origine antique. Il trouve en fait sa raison d'être dans les aménagements périphériques. Et un secteur de Pumain est passé étonnamment inaperçu jusque-là. C'est celui du sommet de la colline. Il n'est jamais évoqué par le chanoine Sautel comme par les chercheurs postérieurs. Quand on connaît l'organisation des villes romaines, imaginer qu'une telle zone ait été laissée libre, totalement vierge de construction, apparaît surprenant et impression que renforce la restitution proposée par Jean-Claude Golvin, vous voyez, avec cette colline de Pumain qui est totalement vierge de construction. Les recherches urbaines menées depuis une vingtaine d'années ont montré le lien étroit existant entre les théâtres et les complexes monumentaux, les deux fonctionnant en symbiose dans le cadre des cérémonies du culte impérial. Les édifices de spectacle sont fréquemment couronnés par des édifices cultuels, accès ou non, et ce d'autant plus aisément qu'ils s'appuient évidemment sur le flanc d'une colline. Alors un exemple mieux connu, c'est celui du théâtre de Vienne, qui s'appuie sur la pente du mont Pipé, le mont Pipé qui est couronné par un sanctuaire dont encore de très beaux restes demeurent. Dans ce contexte si uniforme qu'il en devient banal, il serait étonnant que Vaison déroge à la règle. Alors comment expliquer que rien ne subsiste ? Eh bien, le chanoine Sautel mentionne la disparition au théâtre
de toute maçonnerie dans la partie haute, à l'exception des 2 blocs importants qui correspondent au support de l'escalier que je vous ai montré tout à l'heure. Il est vraisemblable que le complexe monumental, ensemble le plus élevé de la ville, a le premier subi les affres de la destruction qui en a fait disparaître jusqu'à la moindre trace. On note d'ailleurs, dans la circulation périphérique qui mène au tunnel, la présence de 2 galeries latérales qui se dirigent vers le sommet. Alors, après restitution, à l'heure actuelle, on n'en voit plus qu'une, on ne voit plus qu'un passage, mais le chanoine Sautel nous dit qu'au moment de la fouille, en fait, il y en avait 2. Et à l'est, au-delà de l'escalier axial, ici, se retrouve un passage large de 4,50 m que l'on voit encore en partie à l'heure actuelle, sans revêtement, donc sans mur qui le délimite, passage qui se greffe sur la circulation périphérique de l'édifice de spectacle et qui s'avance vers le sommet de la colline. Il existe donc bien un lien entre le théâtre et le sommet de cette colline. On comprend mieux dès lors la nécessité de l'escalier axial du théâtre qui sert de lien entre les 2 ensembles monumentaux, permettant aux participants des cérémonies de descendre, à l'instar de l'empereur Claude dans le théâtre de Pompée, per mediam caveam. Notre secteur avec les latrines, sur le côté sud de la colline, prend alors une autre importance. La porte monumentalisée ouvre sur une esplanade qui permet le regroupement d'une assistance qui emprunte ensuite la rampe, passe sous le tunnel pour se rendre à l'édifice de spectacle et au lieu de culte sommital. La mise en évidence d'un système de fermeture du tunnel prouve qu'il n'était pas un simple passage, mais donnait véritablement accès au complexe sommital. Les latrines installées sous l'arc d'entrée ont ainsi une fonction bien particulière. Elles permettent aux participants de se purifier en expulsant leurs excréments, car il était strictement interdit de souiller ces lieux sacrés. Le secteur qui mène depuis la porte monumentale au sommet du théâtre par le tunnel présente en fait toutes les caractéristiques d'une voie processionnelle. Sanctuaire, théâtre, rampe d'accès sont les mêmes éléments organiques, mais pensés de façon différente du fait de la topographie, que ceux rencontrés dans le complexe monumental d'Orange, la ville voisine. Vous avez ici Orange, son théâtre, sa rampe d'accès et son temple sommital. La rampe de Vaison trouve d'ailleurs un exemple strictement comparable et jusqu'à il y a peu encore inconnu dans la ville voisine d'Orange. Vous avez à gauche la rampe de Vaison et à droite la rampe d'Orange. La zone que l'on a étudiée avec ces latrines se trouve également à proximité du théâtre de Pompée. Ce monument n'est pas connu en totalité. Il s'étend, comme vous le voyez, sous la ville actuelle. Ce bâtiment est daté de la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. De cette esplanade, on ne connaît que la largeur. La longueur, elle, n'est pas connue, puisque donc, le bâtiment file sous la ville. Ce bâtiment est bordé sur les 3 côtés visibles par un portique, que vous voyez ici. Et le mur du fond du portique nord, en fait, sert de mur de soutènement pour la terrasse supérieure. Ce mur est animé de 2 exèdres semi-circulaires qui encadrent une pièce axiale de plan presque carré. Au centre de cette aire se trouve ici un bassin, et au centre de ce bassin, ici, une construction dont seul un côté est connu. Dans l'angle nord-est, on note ici la présence d'une porte qui a été aménagée avec un escalier destiné à gagner la terrasse supérieure qui domine de 4 mètres le portique de Pompée. Terrasse supérieure qui se trouve ici. Sur cette terrasse supérieure, on trouve une construction de même longueur que le portique, ici. Et dans l'axe de l'exèdre central du portique de Pompée, on retrouve ici une autre salle qui est très peu décrite par le fouilleur. On peut faire quelques commentaires sur ces vestiges. La porte connue, la porte principale de ce complexe, en fait, n'est pas la porte qui est connue.
Il faut imaginer que la porte principale devait se trouver quelque part au sud, dans la zone non connue, probablement en position axiale. Notre porte, celle qui est visible, permet de gagner la terrasse supérieure avec la pièce qui a été très peu décrite que je viens de vous mentionner. Cette pièce a été fortement restaurée, vous le voyez sur cette photo, et elle présente à l'heure actuelle une porte désaxée. Si tel était le cas, une porte désaxée dans ce type de pièce caractérise des estiatoria, c'est-à-dire des salles de banquet, que l'on retrouve dans les sanctuaires. La pièce vésonaise est petite et l'espace voué aux banquettes, en fait, est très réduit. Il faudrait imaginer une simple banquette le long de chacune des 3 parois. Cette salle pourrait donc être une salle de banquet axée, comme on l'a vu sur le plan précédent, en relation avec la terrasse inférieure. Mais la faible surface et surtout l'impossibilité d'y insérer un véritable triclinium pose problème. Le chanoine Sautel voyait dans ce portique un lieu d'agrément destiné à recevoir les Vézonais. Christian Goudineau et Yves de Quiche pensent à un lieu de promenade et de culte comprenant une chapelle dans l'exèdre axial ornée de la statue d'un dieu. Et Pierre Gros, très récemment, y reconnaît, lui, un grand jardin privé. Les recherches menées à Herculanum depuis quelques années fournissent une documentation renouvelée qui permet d'avancer un peu plus dans l'interprétation, me semble-t-il, de l'édifice vézonais. Il s'agit de la pseudo-basilique d'Herculanum, fouillée au XVIIIe siècle, qui vient de faire l'objet d'une nouvelle lecture. On est en présence d'une cour centrale, ici, entourée de portiques animés d'exèdres. Le petit côté avec l'entrée comprend 2 arcs quadriphons. Et sur le côté opposé, ici, on retrouve une pièce carrée, une grande exèdre quadrangulaire, encadrée de 2 autres semi-circulaires. L'exèdre axial possède un puissant podium, que vous voyez ici, et sur ce podium ont été retrouvées les 2 statues colossales assises d'Auguste et de Claude, ainsi que la statue cuirassée de Titus. Le monument a été dédié autour de 50 après Jésus-Christ. Il a été complété à l'arrivée de Vespasien et venait d'être transformé dans les premiers mois du règne de Titus. Les interprétations de ce complexe ont varié, mais à l'heure actuelle, on en fait un augustéum. Ce monument présente également des similitudes avec l'édifice d'Eumakia de Pompéi, qui est daté du début du 1er siècle après Jésus-Christ. Même porticus, également présence d'une vaste exèdre, ici, alors qui n'est plus quadrangulaire comme à Herculanum, mais qui est semi-circulaire, et dans cette vaste exèdre se trouvait la statue de la Concordia. Ce bâtiment de Pompéi a été interprété comme le siège de l'association des artisans et commerçants de la laine, ou comme une sorte de bourse vouée au commerce et à la promotion des étoffes. Et d'ailleurs, on a le plus grand mal à imaginer concrètement comment ce bâtiment pouvait être utilisé au quotidien en tant que bourse. Mario Torelli a montré que cet édifice, qui avait été financé par Eumakia, la patronne des foulons, est en fait un lieu de célébration consacré à Livie, Livie qui est représentée dans la statue de la Concordia. Ce complexe découle également directement de la Porticus Liviae, édifiée sur l'Esquilin à Rome par Auguste pour Livie et consacrée en 7 avant Jésus-Christ. Cette Porticus Liviae est mal connue par l'archéologie, mais elle est bien connue par la Forma Urbis, le plan de marbre de Rome. On y retrouve un quadriportique, ici à 2 nefs, quadriportique animé d'exèdres semi-circulaires ou quadrangulaires sur les grands côtés, et une exèdre ici semi-circulaire sur le petit côté face à l'entrée. Vous voyez ici les escaliers. Les similitudes de plan sont bien réelles entre le portique de Pompée de Vaison et les complexes campaniens et romains. Même organisation du portique principal avec son sacellum et ses exèdres semi-circulaires. À Pompéi, en arrière du portique, se trouve ce qu'une inscription qui a été retrouvée à l'entrée mentionne comme étant la crypta, donc sur les espaces 12, 13 et 14, qui était un couloir voûté seulement éclairé par des fenêtres. En arrière de l'exèdre accueillant la statue de la Concordia se trouve dans la crypta, ici, une autre exèdre qui a livré la statue d'Eumakia qui a été offerte par les foulons à leur patronne. Or, cet aménagement rappelle dans le portique de Pompée de Vaison la pièce axée
de la terrasse supérieure. On retrouve d'ailleurs, dans les deux ensembles, la présence à proximité immédiate d'une entrée secondaire. Un escalier permet de relier ici notre édifice de Macchia avec la rue de l'Abondance, escalier qui passe ici. Alors qu'à Vaison, eh bien, cet escalier permet de relier les deux terrasses du complexe avec la grande rue du Théâtre qui passe ici. La largeur de la terrasse supérieure de Vaison n'est d'ailleurs pas très importante, hein. C'est de l'ordre de 7 mètres. Et on pourrait très bien imaginer que cette terrasse supérieure en fait, était couverte, renforçant un peu plus la ressemblance avec la crypta de Pompéi. On note aussi l'homogénéité des datations. Début du 1er siècle après Jésus-Christ à Pompéi, première moitié du 1er siècle à Vaison, milieu de ce même siècle à Herculanum. Les rapprochements sont trop nombreux pour considérer qu'ils ne sont pas convergents. Nous proposons donc de voir dans le portique de Pompée un complexe cultuel relativement précoce, semblable à ses illustres homologues italiens. Dernier point, enfin, concernant l'édifice de la cité des Vocances. L'emplacement de l'escalier du portique de Pompée, donc ici, cet escalier sert à relier, dit-on, les deux terrasses. Et cet emplacement n'est probablement pas le fruit du hasard. En fait, si sa seule raison d'être, ça avait été de relier les deux terrasses, on peut très bien imaginer qu'il aurait pu être aménagé dans cet angle-là. Or, l'endroit choisi se trouve en fait face à l'entrée monumentale qui mène à la rampe et au-delà, au sommet de Puma. Il faut donc imaginer que le portique de Pompée est une composante de la scénographie précédemment esquissée. Partant de l'entrée méridionale, donc quelque part par là, il permettait aux participants aux cérémonies de traverser le lieu de culte, de passer par l'escalier, d'arriver sur l'esplanade, et puis de là d'emprunter la rampe, le tunnel, pour se rendre au sanctuaire du sommet. Vaison offre donc un de ces parcours complexes entre les différents monuments qui occupent le piémont et le flanc de la colline, tel qu'on le retrouve par exemple dans la ville voisine d'Orange. Mais notre esplanade, ici, se trouve aussi à proximité de ce que le chanoine Sautel a interprété comme des immeubles de rapport et que la recherche récente interprète avec plus de vraisemblance comme une zone artisanale et d'habitat datée du IIe siècle après Jésus-Christ. Au nord de cette zone, à l'est de l'entrée monumentale, se trouve ici un îlot en contrebas qui pose d'importants problèmes d'interprétation, celui que l'on appelle l'îlot du Nymphée ou du château d'eau. Voici une vue de ces vestiges. On est en présence d'une vaste aire 1, accessible à l'est par une porte charretière, espace occupé par 2 rangées de 4 bases de piliers. Au nord, on note la présence de pièces d'importante superficie, les pièces 2, 5, 6, 7, 8. La première pièce 2 possède un bassin 3 terminé à chacune de ses extrémités par une abside. On note également ici la présence d'une ouverture basse qui est localisée dans la paroi sud. 4 colonnes ont été remontées sur les murs de cette pièce. Notons également la présence d'une porte qui ouvre vers l'est. Cette salle communique par un escalier avec une autre pièce 4 de forme allongée. Cette pièce 4 possède une abside semi-ovoïde que vous voyez ici. Au pied de cette abside se trouve une structure, ici, interprétée par le chanoine Sautel comme un bassin, et on note effectivement la présence, toujours à l'heure actuelle, ici, de concrétion calcaire. Le fond de ce bassin est constitué d'un puissant bourrelet d'étanchéité maçonné qui est encore ici partiellement conservé. Au-delà de ce bassin, on retrouve une conduite au fond couvert de dalles. Donc vous avez une conduite qui part du bassin, ici, qui bifurque, et cette première conduite vient en rejoindre une autre qui part d'ici, qui longe le bassin. Les 2 conduites se rejoignent dans ce secteur-là, et la conduite unique traverse le mur, ici,
par une conduite faite d'un grand bloc taillé en U. Donc, que vous voyez ici. On note également la présence d'une porte ici, dans la paroi nord, une porte qui a été percée à 1,20 m au-dessus du sol de circulation. Les autres salles, donc les salles 5, 6, 7, 8, plus au nord, ne sont pas décrites en fait par le fouilleur. Le chanoine Sautel interprétait ces aménagements comme ceux d'un château d'eau ou d'un nymphée. Le bassin supérieur aurait été rempli, donc ce secteur-là, aurait été rempli par l'aqueduc de la source de Puma, dont il dit avoir repéré la conduite quelques mètres plus à l'est. L'eau aurait ensuite gagné le bassin inférieur par une surverse ou par la conduite précédemment évoquée, donc cette conduite-là. Cette pièce, ici, aurait été agrémentée d'un lacus ou d'un nymphée dont la description embrouillée de l'auteur témoigne des problèmes de restitution qu'il pose. Cette interprétation, en tant que nymphée ou château d'eau, s'appuie sur la découverte, dans ce secteur, de nombreux tuyaux de plomb. Cette hypothèse a été reprise et amplifiée par la suite. Ainsi, les 3 ouvertures méridionales, disposées à des hauteurs différentes, ont été comparées avec les données du texte de Vitruve qui décrit un château d'eau. L'ouverture la plus basse, à droite, aurait alimenté les fontaines publiques, la médiane les bains, la supérieure, à gauche, les maisons des plus riches. 2 châteaux d'eau sont archéologiquement connus en Occident romain. Il s'agit des châteaux d'eau de Pompéi et de Nîmes. Ces 2 châteaux d'eau offrent des points communs, à savoir un bassin circulaire dans lequel débouche l'aqueduc, ici pour Nîmes, et à l'opposé, ici, le départ des tuyaux de plomb. On voit bien que ces constructions sont ramassées, le plan est compact et unitaire. Et le contraste, évidemment, est évident avec Vaison-la-Romaine, où l'on est en présence de surfaces plus importantes, et le plan, d'ailleurs, n'a aucune similitude. Contrairement à ce que dit le chanoine Sautel, il est impossible que le bassin du haut soit en relation avec le bassin du bas, puisque le premier possède sa propre vidange, comme on l'a vu ici, dans le mur sud. Et d'ailleurs, il n'est guère envisageable de restituer des bassins sur l'ensemble de la surface des pièces 2 et 4. En effet, les sols ne comportent pas de béton de tuileau, les murs sont relativement faibles, ils n'auraient pas supporté la pression de quelques dizaines de mètres cubes d'eau, et également, on note dans l'espace 2 la présence d'une porte, une porte dans un bassin, moi je ne connais pas. Les 3 conduites, soi-disant caractéristiques, sont en fait hétérogènes. La première, la plus basse, est en relation avec un petit bassin installé dans la pièce. La deuxième est une simple ouverture basse, ici, et donc il n'y a pas de conduite. Quant à la troisième, eh bien, elle est constituée d'une conduite en U, creusée dans un bloc monolithe, que je vous ai présenté tout à l'heure. L'hypothèse est donc parfaitement irréaliste, comme l'illustre d'ailleurs le panneau explicatif du musée de Vaison-la-Romaine. Vous voyez donc ce château d'eau avec ses sorties d'eau hautement improbables. La réalité, en fait, est bien plus simple. Nous sommes en présence d'une série de pièces, 2, 5, 6, 7, 8, qui ouvrent à l'est, sous un portique, la zone 9. Donc on a une partie du mur, et il faut imaginer évidemment que ce portique se prolonge ici. Il est impossible de déterminer quelle activité se déroulait dans les pièces les plus septentrionales, nous n'avons pas de données. Mais la salle 4 présente des caractéristiques qui permettent d'en interpréter la fonction. Les concrétions sur la paroi prouvent que l'eau n'a pas été stockée dans cet espace, mais en fait qu'elle ruisselait sur les parois. On est en fait en présence d'un coursier quadrangulaire qui reçoit la roue d'un moulin hydraulique. L'arrivée d'eau se faisait par le nord, au niveau de l'arrêt de la fouille. La longueur du coursier permet de restituer une roue à auger d'un diamètre proche de 2,20 m. La conduite qui file vers le sud, ici, eh bien, la conduite qui file vers le sud est en fait le canal de fuite. Quant à la seconde conduite, à l'est, parallèle au coursier, elle a un fort pendage avant son entrée dans la pièce, ici, et puis cette pente s'annule, on va dire, disparaît dans ce secteur-là. Et vous le voyez ici, donc vous avez la forte pente et ici le même conduit qui est quasiment horizontal. En fait, cette conduite, c'est le canal de dérivation de l'eau qui est indispensable à l'arrêt de toute machinerie.
Ce canal de dérivation devait se greffer sur l'alimentation de la roue dans la zone qui n'a pas été fouillée. Et on a ici la restitution d'un moulin hydraulique dans une villa du Var, où on retrouve exactement les mêmes composantes, le coursier, le canal de fuite, et ici le canal de dérivation qui permet de détourner l'eau lorsqu'on veut arrêter la machine. La porte que l'on a ici, qui se trouve dans le mur nord, qui se trouve perché à 1,20 m, sert en fait à relier la zone de l'arrivée d'eau et au-delà la zone de la meule avec la partie basse. L'abside ovoïde correspond au puits d'engrenage qui accueille un rouet vertical qui donne le mouvement à un autre rouet horizontal ou à une lanterne qui entraîne la meule. Vous avez là une restitution en plan et ici une restitution en élévation. La chambre haute dans laquelle prenait place la meule se trouvait donc à l'ouest du coursier, en partie au-dessus du puits d'engrenage, dans une zone non dégagée par le chanoine Sautel. Elle reste donc à fouiller. La pièce 2, en contrebas, est plus problématique. La présence de l'escalier établit qu'elle appartient bien au même ensemble. Cette pièce est dotée de 2 aménagements dans la paroi sud, le bassin 3 qui ouvre sur un égout et une ouverture basse ici. Les colonnes qui ont été replacées de façon anachronique sur les murs par le chanoine Sautel ont induit en erreur en fait, des générations de chercheurs. Ces colonnes ont été découvertes dans la pièce ou dans le comblement du bassin. Il n'y a d'ailleurs rien d'étonnant à les retrouver à cet endroit, car un portique neuf, bordé à l'est, eh bien, ces pièces. Donc, en fait, ce sont les colonnes, tout simplement, du portique. Pourquoi également la présence des nombreux tuyaux de plomb retrouvés à cet endroit? Un phénomène n'a jamais été relevé jusque-là. Ce sont les diamètres de ces tuyaux qui ne sont pas unitaires. En fait, ces tuyaux caractérisent un processus de récupération initié probablement à la fin de l'Antiquité, suite à l'abandon de l'agglomération. On pourrait avoir là une zone de stockage d'éléments en plomb en attente de refonte sur place ou ailleurs. L'arc enjambant le bassin de la pièce basse ménage une ouverture au-dessus du niveau de circulation. Vous le voyez ici. Malheureusement, la fonction de ce bassin est inconnue. Mais cette ouverture montre que l'air 1, eh bien, au sud de l'îlot, est étroitement lié à la mènerie. L'ouverture basse, que vous voyez ici, et que l'on retrouve en plan ici, l'ouverture basse a peut-être été aménagée pour permettre la circulation aisée des sacs permettant l'approvisionnement de la meunerie en grains. L'aire découverte pouvait ainsi accueillir des chariots qui assuraient le ravitaillement et la halle que l'on peut restituer ici sur la zone avec des piliers, eh bien, pouvait servir au stockage des contenants en transit. Cette meunerie est-elle liée à une seule boulangerie ou en relation avec un réseau de boulangeries situé ailleurs dans la ville? Il n'y a pas de dégagement exhaustif à l'ouest du coursier, et il est donc impossible de répondre. Mais le chanoine Sautel ne mentionne à aucun moment, dans la partie qu'il a fouillée, d'éléments directs comme des fours ou indirects, des traces de rubéfaction, qui pourraient évoquer une boulangerie. De façon générale, les découvertes de moulins hydrauliques se multiplient en Gaule ces dernières années, et on les retrouve pour une large part au sein des villets. Les découvertes dans les villes sont beaucoup plus rares. À Rome, évidemment, mais également à Saepinum, et pour la Gaule, il faut mentionner le cas problématique de Marseille, auquel il faut ajouter les exemples des agglomérations secondaires de Masse et de Martre-de-Veyre dans le Puy-de-Dôme. Vaison-la-Romaine est donc le premier exemple véritablement assuré d'une meunerie hydraulique dans un chef-lieu de cité. Pour terminer, le secteur vaisonné, étudié ici, est modeste, vous l'avez vu, par sa superficie, mais il constitue en revanche un site crucial dans la topographie de Puymain. Avec son entrée monumentale à laquelle sont adjointes dans un second temps des latrines, il est en effet le point de convergence de quartiers et donc de populations très dissemblables. À l'est, le secteur du Nymphée apparaît de façon bien différente de celle jusque-là imaginée. On n'a pas de fontaine monumentale ni de château d'eau, dont la restitution est aussi floue qu'improbable, mais plus modestement, un îlot artisanal et commercial avec un moulin hydraulique, dans le prolongement de ce qui est visible au sud, dans les maisons de rapport, ici, et au nord, dans le quartier des boutiques, jouxtant la villa du Pan. Il s'agit en fait de la frange urbaine orientale, pour une large part modeste et laborieuse, de la Vasio antique. Au sud, en revanche, on est en présence d'un complexe cultuel avec le portique de Pompée, au nord, un probable sanctuaire de Sommet et son théâtre en contrebas.
un exemple supplémentaire de la mixité urbaine antique, avec la juxtaposition de quartiers très divers, et un exemple de sociologie de la ville, fondé ici non sur la confrontation de données épigraphiques, comme c'était le cas à Dax, mais sur l'archéologie comparative, qui fait apparaître l'implication des espaces urbains et non leur hiérarchisation. Décrire et comprendre le phénomène urbain suppose de réunir dans une même perspective ces dimensions matérielles et immatérielles. L'objectif ne peut être atteint qu'au travers d'une pluridisciplinarité dont l'architecture ne peut être exclue, comme j'espère vous l'avoir montré au travers de ces deux exemples. Celle-ci permet en effet d'appréhender la morphologie de la ville antique au travers de son environnement bâti, des réseaux qui la traversent, comme par son organisation spatiale et sociologique. Mais elle permet également d'en étudier les pratiques sociales telles que la politique, le travail, l'économie, les loisirs, la religion ou l'hygiène, en ce que ces usages commandent la morphologie urbaine. L'archéologie et la restitution architecturale offrent aussi la possibilité d'étudier les représentations collectives que les élites se faisaient de la ville au travers des projets architecturaux qu'elles mettaient en œuvre. Je vous remercie.